Veuillez noter que dans la vidéo d'aujourd'hui, nous aborderons des sujets de violence qui pourraient en déranger certains spectateurs. La discrétion est recommandée le long des frontières boisées du sud-est du Venezuela et du nord du Brésil. Environ 35 000 personnes vivent en tant que membres de la tribu Yanomami, un groupe largement répandu et riche culturellement qui a su résister à l'épreuve du temps. Dispersés dans des centaines de villages au sein de la région fluviale densément boisée, ces personnes mènent encore une vie relativement isolée du monde moderne, chassant, cueillant et pratiquant des traditions qui remontent à des centaines et des centaines d'années. Leur histoire, longue et souvent controversée, a suscité des accusations de violence et d'effusion de sang au fil des années. Mais qu'en est-il vraiment ? Que savons-nous réellement des Yanomami et comment vivent-ils aujourd'hui ? Dans cette vidéo, nous explorons l'histoire, les traditions et la culture des Yanomami pour distinguer réalité et fiction sur cette grande tribu. Cachée au cœur des forêts tropicales d'Amérique du Sud, les Yanomami furent découverts pour la première fois par les explorateurs européens en 1654, alors qu'Apolinar Diaz de la Fuente et ses hommes rendaient visite à la tribu Yacuana, vivant dans le bassin du fleuve Orénoque au Venezuela. Les premières impressions des explorateurs sur les Yanomami ne furent pas particulièrement bonnes, à la suite d'une expression d'inquiétude du chef des Yacuana. Yoni avait dit aux explorateurs espagnols interrogés sur la région qu'il avait déjà rencontré un groupe d'autochtones. Il qualifiait les Guajaribos d'hommes intrépides, nombreux, refusant toute relation amicale avec leurs voisins. Yoni a décrit comment il avait auparavant combattu les Guajaribos, qui se sont avérés plus tard être le même groupe que les Yanomami et avaient été témoins de leur prouesse au combat de ses propres yeux. Les Yanomami semblent avoir été l'une des rares tribus locales à avoir résisté aux assauts successifs de leurs terres voisines par les conquistadors espagnols. On ne sait pas précisément comment ils ont réussi à maintenir leur population et leur territoire face à un adversaire aussi redoutable, ou même s'ils sont réellement entrés en contact avec les conquistadors, mais ils restent forts jusqu'à aujourd'hui. La tribu Yanomami n'aurait rencontré des personnes extérieures qu'à partir de 1950. Le premier contact enregistré aurait eu lieu grâce à des programmes missionnaires chrétiens comme la Société de Jésus et la Mission des Nouvelles Tribus, qui voulaient répandre l'évangile auprès de peuples jugés sauvages et privés de la parole de Jésus. Les archives de cette époque paraissent peu fiables, car les Yanomami ne peuvent partager leur version de l'histoire. Mais certains récits religieux affirment que la tribu a presque supplié ses missionnaires de les convertir, sans moyen de vérifier la véracité de ces dires. Mais à ce jour, les Yanomami pratiquent encore largement leur religion traditionnelle, qui se concentre sur les esprits et le contrôle des esprits par les chamans Yanomami. Dans la tribu, des hallucinogènes sont consommés pour communier avec les esprits. Chaque objet naturel en possède un, des personnes aux animaux, en passant par les plantes et les rochers, et ils doivent parfois être contrôlés par les chefs religieux au sein de la population de la tribu. Il existe peu de preuves suggérant qu'une religion abrahamique soit pratiquée aujourd'hui chez les Yanomami. Aujourd'hui, les Yanomami et leur culture font face à une menace différente. Les infrastructures et la technologie moderne apportées par la pression du capitalisme croissant dans les pays d'Amérique du Sud. De nombreuses mines d'or, ranchs, fermes et routes sont construites sur ces terres. Les Yanomami considèrent cet endroit comme leur foyer, poussant le gouvernement brésilien à consacrer environ 37 000 miles carrés de forêt amazonienne comme territoire autochtone Yanomami. Cela a été un peu plus difficile pour les Yanomami au Venezuela qui, malgré la reconnaissance moderne des droits des peuples autochtones, doivent encore faire face aux pressions de la déforestation et de l'exploitation minière sur leurs terres. Chaque jour, le peuple Yanomami vit dans des villages dont la taille peut varier d'environ 50 à plus de 400 personnes dans chaque communauté. Ils ne forment pas une nation ou une civilisation unifiée, mais plutôt des groupes distincts de personnes unies par des cultures et des croyances similaires.
La plupart de ces villages se composent d'un unique chabonneau central, abri arrondi avec un espace ouvert au centre, généralement fait de feuilles, bois et boue. Tout le monde dans le village vit sous l'abri du chabonneau et tous les services du village y sont effectués, de la cuisine à l'artisanat en passant par les pratiques religieuses et bien plus encore. Chaque village est généralement dirigé de façon indépendante par un tuksawa ou chef. Le tuksawa gouverne seul son propre village et n'a aucune influence politique sur ce qui se passe dans les villages Yanomami voisins. Les tuksawa sont choisis pour leur capacité de négociation et doivent souvent régler les différends entre voisins en évitant autant que possible que les conflits ne s'aggravent. Chez les Yanomami, les hommes adultes ont des rôles politiques et religieux, tandis que l'éducation des enfants et la cuisine relèvent généralement des femmes. Les Yanomami parlent généralement l'une des 4 variétés linguistiques de la famille Yanomaman: Nenam, Sanuma, Waika et Yanomamo. Certains dialectes peuvent varier considérablement d'un village à l'autre et toutes les communautés ne peuvent pas toujours communiquer de manière fiable entre elles. De nombreux dialectes individuels existent au sein de ces langues et ils ne sont donc pas standardisés dans les régions où ils sont parlés. Une grande variété de sources de nourriture sont exploitées par la tribu Yanomami, qui chasse et cueille à travers les rivières, les collines et les forêts de leur habitat tropical, Yanomami. Les jardins regorgent de plantains, canne à sucre, mangue, maïs, patates douces et manioc. En défrichant de petites parcelles de forêt pour les consacrer à l'agriculture, les Yanomami favorisent également l'élevage et la croissance des larves qui peuvent être ajoutées aux cultures mentionnées précédemment lors de la cuisson. Ailleurs dans le village, les chasseurs visent de petits mammifères, oiseaux et pêchent des poissons dans les rivières pour fournir des protéines aux Yanomami. Les enfants participent un peu souvent à la collecte de nourriture, cherchant des nids de termites, des chenilles et d'autres aliments dans les forêts proches du village. En communiant avec les esprits via des hallucinogènes, les Yanomami ritualisent la récolte qui s'achève chaque année. Les récoltes abondantes sont célébrées par de grands festins où les villages voisins sont conviés pour partager les fruits de la saison. Pendant ces festins, les Yanomami ornent leur corps de fleurs et célèbrent toute la nuit, chantant des chants rituels et exécutant des danses religieuses. Les Yanomami pratiquent également l'endocannibalisme, qui consiste à consommer les os d'un parent décédé lorsqu'un individu Yanomami meurt. Leurs proches enveloppent le corps dans de grandes feuilles et des lianes avant de le transporter dans les bois voisins, pas trop loin du village. Après environ 40 jours, lorsque les invertébrés ont eu le temps de réduire le cadavre à l'état d'os, les restes sont ramenés au village où ils seront incinérés. Ce qui reste sera finalement ajouté à un bouillon, qui sera bu par tout le village, parfois pendant des années. Si suffisamment de cendres ont été conservées, elles ne sont consommées qu'un seul jour dans l'année, lors de la journée annuelle du souvenir. Parler des morts en dehors de ce jour est considéré comme tabou. Au fil des années, de nombreuses accusations sanglantes ont été portées contre les Yanomami pour leurs pratiques, souvent décrites comme brutales et violentes, dans la nature. Ces points de vue ont évolué au fil des ans et avec la connaissance croissante de la culture. Mais si l'on en croit la plupart des sources, il semble bien que les Yanomami soient moins plus violents que les cultures environnantes dans la forêt tropicale d'Amérique du Sud. La plupart des affirmations sur la violence des Yanomami portent sur leur culture guerrière et leur propension à attaquer leurs voisins. Ces affirmations peuvent également être étayées par les tout premiers récits racontés aux explorateurs espagnols par les Yekoana. Ils ont été décrits, avant tout, comme une culture de fiers guerriers qui parfois ont adopté des actions extrêmes dans leurs tactiques et comportements envers l'ennemi. Les mots brutal et cruel ont été utilisés aux côtés de termes comme sensible, soulignant le fait que la guerre n'est pas une nécessité constante, mais qu'elle est particulièrement violente lorsqu'elle éclate. Certains chercheurs soutiennent que les Yanomami sont violents en raison de la présence de colons européens sur leurs terres, tandis que d'autres affirment que les Yanomami étaient pas improbablement des guerriers capables d'une grande violence.
Avant l'arrivée des conquistadors, la guerre et la violence étaient déjà de grandes causes de mortalité chez les Yanomami. Quoi qu'il en soit, la lutte pour des ressources rares entraîne la mort de nombreux hommes des deux camps, affectant fortement la population totale. Les femmes Yanomami peuvent également être victimes de violences lors de ces attaques, tant physiques que sexuelles. Des rapports indiquent que les guerriers traversent les villages voisins en conflit avec des lames, des massues et des bâtons pointus qui sont utilisés contre tous les âges et tous les genres. Les guerriers Yanomami auraient été connus pour marquer les captives féminines avec des tiges chauffées avant de les renvoyer dans leur propre village. Les rapports sur les pratiques violentes des Yanomami ont finalement conduit à des conflits hostiles entre les membres de la tribu et les travailleurs industriels qui coupent du bois et extraient de l'or sur leur territoire. Des travailleurs menant des opérations minières illégales auraient attaqué activement les Yanomami sous prétexte qu'ils seraient responsables d'actes violents, ce qui à son tour a amené le gouvernement brésilien à douter de sa capacité à protéger la tribu à l'avenir. Les mineurs ont également provoqué l'apparition de maladies telles que le paludisme et l'empoisonnement au mercure en poursuivant leurs recherches d'or dans la région, ce qui a encore davantage ravagé les populations Yanomami. En 1993, le massacre tristement célèbre de Hashimu a eu lieu. Des chercheurs d'or armés ont tué environ 16 Yanomami près de Hashimu, au Brésil, après les avoir croisés dans la forêt tropicale. Il semble que ce conflit ait été provoqué par les mineurs qui ont perdu 2 des leurs lorsque les Yanomami ont riposté peu après. Les conditions laissées par ces chercheurs d'or illégaux ont conduit certains à rapporter des situations horribles sur les terres Yanomami, les comparant à celles observées dans les camps de concentration. On pense que les réserves d'eau et les poissons contaminés continuent encore aujourd'hui de provoquer des empoisonnements au mercure, ravageant les populations autochtones et créant de l'incertitude pour l'avenir. La pandémie de Covid-19 a durement touché les Yanomami, avec plusieurs rapports signalant la mort d'enfants Yanomami entre 2020 et 2021. Les Yanomami n'étaient pas non plus le seul groupe autochtone à avoir souffert à cause du virus, ce qui a suscité des inquiétudes quant au fait qu'il menacerait gravement les populations indigènes. Cependant, les Yanomami semblent être restés stables tout au long de la pandémie. Les relations modernes avec les Yanomami sont intéressantes. Les Yanomami mènent des vies qui sont, dans la plupart des cas, incomparablement différentes des nôtres, et par conséquent, nous ne sommes pas habitués à beaucoup de leurs pratiques. Les allégations de violence au sein de ces populations ont créé une relation tendue lors de la collision entre le monde moderne et celui des Yanomami, ce qui a sans aucun doute causé d'immenses problèmes pour les peuples autochtones, quelle que soit leurs pratiques. Si les Yanomami parviennent à survivre aux pressions du monde moderne, il reste peut-être encore du temps pour mieux comprendre ce peuple, pour commencer à créer une forêt où la violence appartient au passé.